Denis Oliven, bonsoir. Vous êtes président de Lagardère Active. Vous avez dirigé de nombreux groupes de médias et vous publiez avec Mathias Chichportiche Mortelle Transparence. Ça sort chez Albin Michel. Pourquoi est-elle mortelle, cette transparence? Je dis ça parce que, Denis Oliven, la transparence, ça a une connotation très positive. Il y a même eu une loi sur la transparence de la vie politique, de la vie publique. Donc, elle peut être mortelle, cette transparence? Il y a deux transparences, en fait. Il y a la transparence qu'on a d'ailleurs inventée, nous, les Français, au XVIIIe siècle, avec les Lumières, la Révolution, qui vise à ce qu'on voit les pouvoirs, qu'on puisse surveiller leur turpitude, les éviter. Celle-là, elle est très positive. Et elle se traduit par la possibilité d'enquête judiciaire, elle se traduit par la possibilité d'enquête journalistique approfondie. Celle-là est très positive, elle sert la démocratie. Et puis, en ce moment, on voit émerger une idéologie de la transparence qui nous vient des États-Unis, qui n'est pas de la même nature, qui dit que chacun d'entre nous, nous devons être tout nus devant nos semblables et devant Dieu, n'avoir plus de jardin secret. Et c'est une toute autre idée de la transparence. Et elle est servie, cette transparence-là, cette idéologie de la transparence, par des outils numériques extrêmement puissants, dont nous avons, que nous consommons à outrance tous, des sites, des applications, des sites de réservation, des objets connectés, et qui puisent toute une série de données sur nous, à partir desquelles on nous profile sans forcément que nous le sachions. Imaginez simplement que tout utilisateur de Facebook donne 98 renseignements sur lui en moyenne, ce qu'il mange, avec est-ce qu'il est marié, quelle est sa religion. Et c'est ça qui est mortel. Pourquoi c'est mortel? Parce que ça met en cause des piliers de notre vie collective. Comme quoi, alors, un exemple? En quoi c'est dangereux que Facebook ait 98 renseignements sur ma vie? Je vais prendre un autre exemple parce qu'il est très parlant. Il y a des assureurs aujourd'hui qui disent « je vais mettre un petit capteur dans votre automobile, je vais vérifier votre conduite sans que vous ayez, vous, à vous en occuper, et comme ça, je saurai si vous êtes un bon ou un mauvais conducteur. Et si vous êtes un bon conducteur, votre police d'assurance sera meilleure. » On se dit « formidable. » Très bien, voilà. Mais si vous n'avez pas envie que votre assureur, par ailleurs, sache tout ce que vous faites toute la journée, où vous allez, quels sont vos trajets, et que vous lui dites, écoutez, non, je préfère pas, parce que j'ai envie que mes trajets restent pour moi, et il vous dit, ah bon, mais donc vous êtes un mauvais conducteur. Qu'est-ce que vous redoutez? On pourrait prendre des dizaines et des dizaines d'exemples. Ce qui est dangereux dans cette connexion et ces données, c'est que nous n'avons plus de vie privée. La vie privée, c'est le fait que nous soyons nous-mêmes maîtres de ce que nous aimons, ce que nous voulons, les relations amoureuses que nous avons, les relations sentimentales, sexuelles, amicales, sociales. C'est notre jardin secret. Non pas qu'on saccage des choses. Ouais. Évidemment, si on fait des choses délictueuses à l'abri de la vie privée, le juge a le droit de venir nous chercher. Mais sans que vous fassiez rien de grave, vous n'avez pas forcément envie que votre employeur ou que votre assureur sache un tas de choses sur vous. Qu'on a des rendez-vous chez le psy ou avec des réunions d'addictologie, etc. Par exemple, la géolocalisation permet de savoir que vous allez régulièrement chez un psy. En quoi ça concerne votre employeur, par exemple? Le plus rageant dans tout ça, c'est qu'il n'y a pas un grand méchant qui nous dit « mets tes données ». On le fait de bon cœur quand on poste ces photos de vacances sur Internet. Vous avez cette phrase sur les selfies, je la cite parce qu'elle me fait rire. Autrefois, c'est vrai, autrefois on prenait des photos du Taj Mahal, etc. Là vous dites, donc autrefois le touriste était le spectateur admiratif du monde. Désormais, avec les selfies, le monde est le décor laudatif de l'amour de soi. Internet, ça flatte notre ego et finalement c'est pour ça qu'on étale sa vie sur le web, sur Facebook. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle on a écrit ce livre, pour signer, parce que moi, ce n'est pas mon métier, mais nous avons voulu tirer un signal d'alarme et décrire de manière facile à comprendre à nos concitoyens ce qui se passe. Parce que c'est nous qui sommes le moteur de notre propre servitude. C'est pour ça qu'on ne voit pas on voit tous les avantages de la révolution technologique numérique. Notamment en matière de santé. Et ils sont nombreux, ils sont fantastiques. Moi, je suis à fond pour la révolution numérique. Et donc, on voit tous les avantages. Mais on ne voit pas les inconvénients. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est qu'en effet, les outils numériques flattent certains de nos sentiments qui ne sont pas les meilleurs. Ils flattent notre égoïsme, en tout cas notre narcissisme, ils flattent notre exhibitionnisme. Et là encore, on y va de bon cœur, on met ses photos, on met ses avis, on est content d'être une star, si j'ose dire. Et on a son quart d'heure de célébrité sur le Internet. Et au fond, le paradoxe, c'est que là où on pense qu'on est au maximum de l'affirmation de soi, on est en fait en train d'organiser notre propre servitude sans que nous le sachions. Parce que toutes ces données, nous ne savons pas forcément que nous les donnons, nous ne savons pas comment elles sont recoupées les unes avec les autres, avec des algorithmes extrêmement puissants et quelles leçons on en tire. Donc, il faut qu'on soit conscient, c'est tout, il faut qu'on soit conscient de ce que nous faisons. Et d'abord nos enfants.
Oui, parce que ça peut leur revenir en boomerang, hein, quand on met des photos de beuverie, etc. Là, quand on aura Tout à l'heure, vous me disiez en quoi c'est mortel, le droit à l'oubli. Nos enfants aujourd'hui vont poster un truc idiot ou bien on va les accuser d'une chose qui n'est d'ailleurs pas forcément vraie, parce que le tribunal du buzz vous juge sans sommation. Et puis dans 10 ans, quand ils feront un entretien d'embauche, on leur dira « mais dis donc ». Et parce qu'il n'y a pas de droit à l'oubli, alors que la prescription, ce droit à l'oubli, c'est aussi vieux que la civilisation. Ça existe depuis Rome, la Rome antique. Alors justement, vous dites, oui, sur Internet, on est tous un peu censeurs, il y a le tribunal du buzz que vous dénoncez. Mais alors comment vous jugez le mouvement Balance ton porc, justement ? Ça rentre dans ce totalitarisme du web où on balance un nom et tout le monde s'acharne contre lui ? Il y a, comme dans tous rien n'est noir et blanc. Cette révolution numérique a des aspects de lumière et des phases d'ombre. Il faut garder la lumière et il faut faire attention à l'ombre. Balance ton porc, le fait que la parole se soit libérée sur les agressions dont sont victimes les femmes. 9 femmes sur 10 ne portent pas plainte pour des affaires d'agression sexuelle, tellement la chape de plomb est lourde. Qu'on ait levé cette chape de plomb, que toute la société ait pris conscience de ce qui se passait, que ça nous fasse progresser, c'est fantastique. Et si les réseaux sociaux ont permis cela, formidable. Mais attention, entre ça et balancer individuellement des gens dont on ne sait pas s'ils sont coupables ou pas, qui vont être jugés sur le tribunal du buzz, sans avocat, sans juge, sans procédure contradictoire, dont la réputation va être ternie définitivement alors que peut-être ils sont innocents. C'est ce qui est arrivé à un député français récemment qui a été accusé. Il racontait lui-même que ses collègues au Palais Bourbon l'évitaient et finalement, après l'enquête et finalement il a été innocenté. Il y a dans une société démocratique, pour juger de ces cas individuels, des procédures de droit, avec des avocats, avec des procureurs, avec une procédure, avec des enquêtes, à charge, à décharge. Et c'est comme ça qu'on fait la vérité. Il faut qu'on protège ça absolument. Il ne faut pas qu'on passe du système démocratique de la présomption d'innocence au système du poujadisme numérique, de la présomption générale de culpabilité. Et ne pensez pas que ça n'arrive qu'aux ministres ou qu'aux hommes célèbres. Ça peut arriver à chacun d'entre nous, à chacun de ceux qui nous regardent. Parce que le monde numérique est très démocratique. Donc vous pouvez être l'objet d'une délation, d'une calomnie, de voisinage. Sauf que votre voisinage, ce n'est pas quelques centaines ou dizaines de voisins, c'est des millions de gens sur les réseaux sociaux. Si on est un peu romantique, en lisant votre livre, on se désole en apprenant que sur Internet, c'est la fin du hasard en matière d'amour. On rencontre aujourd'hui, on rencontrait autrefois une amoureuse par hasard, maintenant, c'est un algorithme, vous croyez, qui va s'immiscer dans la relation à l'autre ? C'est en train d'arriver en tout cas, dans les aspects qui mettent en cause notre civilisation, il y a ça, il y a l'idée qu'on va abolir le hasard par les algorithmes. Et en effet, vous allez cocher des cases et on va essayer de voir si ça match, entre guillemets, avec quelqu'un dans un site de rencontre. Comme si l'amour... c'était mathématique, alors qu'il y a peut-être des gens qui ne sont pas faits pour s'entendre et qui finalement vont apprendre à vivre ensemble et à s'aimer en se polissant l'un l'autre comme des cailloux. C'est pas mathématique l'amour. Donc une société qui penserait que tout se met en équation est une société qui n'est plus complètement humaine. Alors, Denis Oliven, on a bien compris les dangers d'Internet, mais qu'est-ce qu'on peut y faire ? Internet, c'est les GAFA, les Google, Amazon, Facebook, tout ça, ils sont aux États-Unis. Quand on a décrit la catastrophe qui nous arrive, qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on peut faire ? Alors moi, je ne suis pas venu avec des recettes technocratiques, c'est un sujet complexe. Mais regardez ce qu'on a fait. On aime tous la médecine, mais on a fait finalement des lois bioéthiques parce qu'on pense que les progrès de la médecine ne doivent pas conduire à Dr Jekyll. Ouais. On est tous très heureux des progrès de l'énergie, du charbon, de l'électricité, du pétrole, mais on a tous pris conscience que le nucléaire, c'était, par exemple, que les énergies, pouvaient avoir un effet négatif sur l'environnement. Le réchauffement climatique nous a réveillés et on a essayé d'en tempérer les effets. Faisons la même chose en évitant le réchauffement numérique. Donc la première des choses à faire, c'est d'en débattre, d'en être conscient. Et c'est pour ça qu'on a voulu faire ce livre, pour que le débat existe. Il faut que tous les citoyens débattent. Prise de conscience. La deuxième chose à faire, peut-être même la première, j'aurais dû commencer par là, c'est l'éducation. Il faut que nos enfants sachent, dès le début, ce que sont ces outils, quel usage on en fait, à quel danger ils s'exposent pour qu'ils puissent en avoir un usage modéré. Et puis, il y a quand même des éléments de règles. On a inventé au 19e siècle le code civil, on a inventé au 19e le code du travail. Inventons un code numérique pour essayer de réguler tout ça. Voilà, c'est très instructif, Mortelle Transparence, c'est chez Albin Michel. Merci beaucoup, Denis Oliven. Jusqu'où ira la dictature de la vertu ? Merci. Merci à vous. Vous restez avec nous tout de suite, Caroline Roux. C'est dans l'air, l'Amérique repart sur les chapeaux de roue, le chômage baisse, les salaires repartent de l'avant, les profits records. Et si Donald Trump avait raison avec sa réforme fiscale, c'est tout de suite, c'est dans l'air, Caroline Roux.